Bienvenue sur le podcast de Naturisme TV. Vous découvrirez au fil des épisodes des histoires, des réflexions et des regards croisés sur le naturisme et son art de vivre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet de saison. Oui, un sujet qui fait du bien d'ailleurs. Complètement. On se penche sur la préparation de vacances naturistes en Provence. Et pour ça, on s'appuie sur le guide complet et la fameuse charte de qualité de Naturisme TV. Des documents qui sont de vraies mines d'or en fait. Ah mais totalement. Notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire vraiment les informations essentielles. L'objectif, c'est d'aider quiconque, que la personne soit novice ou habituée, à choisir la bonne région, le bon camping et surtout à comprendre cet état d'esprit si particulier du Sud. Bon, décortiquons tout ça. Par où on commence ? Eh bien, on pourrait commencer par dissiper un malentendu. Dès les premières pages, on sent une volonté de poser un cadre apaisé. Apaisé, c'est vraiment le mot qui revient tout le temps, oui. C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que le naturisme est défini à l'opposé total de l'exhibitionnisme. On parle de reconnexion à la nature, d'harmonie. C'est une ambiance qui se veut très pédagogique et surtout désexualisée. Et ça change tout. Quand j'ai lu les sources, je me suis dit que c'était un peu comme retirer un uniforme de travail à la fin d'une très longue journée. Bon, c'est une très belle image, ça. Ben oui, dans notre vie habillée, on passe notre temps à subir ce que j'appelle la performance sociale. Les vêtements qu'on porte donnent des indications sur notre statut, notre compte en banque, nos goûts. Là, on enlève cet uniforme, mais à l'échelle de tout un environnement. C'est exactement ce qui se passe. Et la géographie de la Provence joue un rôle énorme là-dedans. Les sources mentionnent cette diversité incroyable. On a les lacs, les gorges, les collines, les criques de la Méditerranée. Un vrai terrain de jeu, quoi. Voilà. Et l'attrait géographique n'est pas juste visuel. Le climat fait qu'on a moins besoin de se protéger. On baisse la garde. Le naturisme apaisé dont on parle, il naît aussi de cette douceur de vivre qui favorise le respect mutuel au lieu de la performance. C'est super intéressant cette idée que le paysage dicte un peu le comportement. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tous les campings se ressemblent ? Parce que la Provence, c'est grand quand même. Ah bah non, pas du tout. Et le guide est très précis là-dessus. Il y a vraiment des identités régionales fortes. On peut cartographier les séjours en 3 grands visages. D'accord, on va faire un petit tour d'horizon alors. C'est quoi le premier profil ? Le premier visage, c'est la Haute-Provence et le Verdon. Là, on est sur un décor très sauvage. Plus brut, j'imagine. Oui, très nature. Les documents décrivent des villages naturistes, nichés dans des forêts ou en pleine garrigue. C'est vraiment l'idéal pour les familles qui aiment la randonnée, le côté un peu explorateur. Le guide cite d'ailleurs le camping Verdon-Provence comme un bel exemple de cet esprit. Donc ça, c'est pour l'option plein air et aventure. Et pour ceux qui cherchent un truc un peu plus carte postale... Alors là, on part vers le Luberon, le Mont Ventoux et le Pays d'Aix. Ah oui, la fameuse Provence de caractère avec les vignes et tout ça. Exactement. Les oliviers, les marchés colorés, c'est pour ceux qui veulent allier détente et culture locale. Les sources mentionnent des endroits historiques comme le domaine de Bélézy ou le camping Messidor. C'est un tourisme beaucoup plus ancré dans le terroir en fait. C'est vrai que ça donne envie. Et la troisième zone alors, Evelyne ? C'est le Var et l'arrière-pays niçois. Là, ce qui ressort, c'est le contraste. On passe très vite des rivières bien fraîches aux Préalpes d'Azur. Et il y a un détail marquant dans le guide. Lequel ? Il évoque Aurigan Village, en soulignant leurs 45 ans d'existence naturiste. 45 ans. Ah oui, c'est une vraie institution. C'est énorme. Ça prouve que cette culture de l'accueil, elle est ancrée depuis des décennies. Ce n'est pas juste une tendance récente. Mais attendez, j'ai une question par rapport à ces grands domaines. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de s'y enfermer ? Parce que si on a tout sur place, on ne sort plus de cette espèce de bulle naturiste, non ? Alors, c'est une crainte légitime, mais le guide clarifie ce point. En Provence, les distances sont très raisonnables. On peut très facilement combiner les deux. Les deux, c'est-à-dire naturisme et tourisme classique. C'est ça. L'alternance est très courante. On profite de la mer ou du lac au camping le matin, et l'après-midi, on s'habille pour aller visiter un petit village ou un musée de l'arrière-pays. L'idée n'est surtout pas de rester coincé derrière des barrières. D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette transition entre le monde habillé et le camping, ça demande de sauter le pas. Pour une première fois, l'appréhension doit être énorme. Ah oui, la peur du regard des autres, c'est le grand classique. Mais les vidéos de Naturisme TV sont très rassurantes là-dessus. Il y a des témoignages précis, je crois. Tout à fait. Il y a notamment l'interview d'un jeune débutant et celle d'une femme qui raconte ses tout premiers pas. Ce qu'ils disent tous les deux, c'est que l'angoisse s'évapore à une vitesse folle. Genre en quelques minutes, hein. Littéralement. Parce que dès qu'on arrive sur place, on réalise que l'équipe est hyper bienveillante et qu'il n'y a aucun jugement. La pression redescend d'un coup.
Je comprends bien ça pour quelqu'un qui part en solo. Mais les besoins doivent pas mal changer selon le profil, non? Je pense par exemple aux familles. C'est vrai, les attentes sont différentes. Parce qu'en famille, amener des enfants dans un espace nudiste, beaucoup de gens pourraient se dire que c'est risqué. Les règles de respect sont extrêmement strictes. C'est beaucoup plus sûr et surveillé qu'une plage publique classique. D'accord, je vois l'idée. Et pour les autres profils alors, ceux qui voyagent seuls ou en couple? Pour les solos, la priorité, ça va être de trouver un lieu convivial, facile d'accès, pour faire des rencontres amicales, sans pression. Le guide donne l'exemple de la Tuquette, dans le Pays de Grasse, qui est réputé pour ça. Et pour les couples, j'imagine qu'on cherche plus d'intimité. Exactement. Les couples vont être en quête de calme, de romantisme. Ils voudront des emplacements plus isolés dans la nature. Le guide montre bien qu'il y a un camping pour chaque étape de la vie, en fait. Mais alors une question hyper pratico-pratique qui me vient, Je vous écoute. comment ça marche concrètement quand on arrive en nudisme? Je veux dire, on doit arriver nu à la réception pour faire son check-in? Non, rassurez-vous, pas du tout. Le bon sens prime toujours. On arrive et on fait les formalités d'accueil habillés. Ouf, ça évite les situations un peu gênantes avec les valises et le portefeuille. Exactement. C'est une fois installé qu'on s'adapte au rythme du lieu. Mais attention, le naturisme apaisé, ce n'est pas le chaos. Il y a des règles d'or, qui sont d'ailleurs le pilier de la charte de qualité dont on parle depuis tout à l'heure. Oui, j'ai vu passer le terme de slow naturisme. C'est tout à fait ça. Et la règle numéro 1, la plus incontournable, c'est celle de la serviette. Ah oui, mettre une serviette sur chaque chaise ou transat qu'on utilise. Au début, je me disais que c'était juste pour des raisons d'hygiène. C'est en grande partie pour l'hygiène, oui, mais c'est aussi une marque de respect fondamentale envers les autres et les équipements partagés. Et en parlant de respect, il y a une autre règle stricte qui est cruciale aujourd'hui. Les téléphones portables. Les photos, oui. L'interdiction formelle de prendre des photos sans un accord explicite. C'est très surveillé. Ce qui est super rassurant à l'ère des réseaux sociaux. Personne n'a envie de se retrouver par accident en arrière-plan d'une vidéo en ligne. C'est ça. Le respect de l'image et du consentement, c'est la base de cette charte. Et le guide mentionne aussi le respect du silence. Pas de bruit trop tôt le matin ou tard le soir pour préserver cette fameuse reconnexion à la nature. C'est marrant parce qu'au final, pour se sentir totalement libre sans ses vêtements, il faut un cadre de règles beaucoup plus strict qu'ailleurs. C'est le paradoxe du naturisme, oui. La liberté s'appuie sur ce cadre. Et si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est pareil pour le volet légal de la pratique. Ah oui, c'est vrai qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Non. Le naturisme en France, c'est autorisé dans des zones très spécifiques. Les campings, les domaines privés ou certaines plages qui ont des arrêtés municipaux. Donc, si je comprends bien, on ne va pas acheter sa baguette au village d'à côté dans la tenue d'Adam ou d'Ève. Non, surtout pas. Le bon sens, encore lui, exige qu'on se rhabille sur les parkings ou quand on va dans les villages environnants. Il faut maintenir une bonne cohabitation avec les locaux, ceux qu'on appelle les textiles dans le milieu. Ce qui est logique, c'est cette bonne entente qui protège l'avenir de ces espaces naturistes. Exactement. Sans respect mutuel avec l'extérieur, le modèle ne tiendrait pas. Quand partir? J'imagine que l'expérience n'est pas la même en mai ou en plein mois d'août. La dynamique est radicalement différente, oui. Le calendrier naturiste provençal se découpe vraiment en 3 phases. D'accord, on commence par le printemps, j'imagine? Voilà, d'avril à juin, c'est le réveil de la saison. C'est la période idéale pour ceux qui cherchent la douceur et un calme vraiment profond. Il y a moins de monde, la nature est magnifique. Et ensuite, la grosse saison. Juillet et août, là c'est la chaleur, l'effervescence. Les campings sont pleins, les animations tournent à plein régime. C'est très joyeux, parfait pour les familles et ceux qui aiment la vie en communauté. Et il y a une troisième phase. Le mois de septembre, pour beaucoup, c'est le meilleur moment. Le calme revient progressivement, mais la mer et les piscines sont encore bien chaudes. C'est un moment très privilégié. Et pour bien anticiper tout ça, j'aimerais juste rappeler à l'auditoire que les ressources de Naturisme TV sont hyper pratiques. On n'est pas obligé de se lancer à l'aveugle. Non, heureusement. On peut consulter les fiches détaillées des campings, lire les avis, et surtout, il y a ces fameuses playlists vidéo qui permettent de se faire une idée précise de l'ambiance avant même de réserver. C'est un super outil pour faire redescendre le stress de la préparation, ça c'est sûr. Bon, si on doit résumer notre exploration d'aujourd'hui, l'idée centrale qui ressort de ces sources, c'est vraiment que les vacances naturistes en Provence, c'est une promesse de liberté apaisée. Et ça tient sur 3 piliers. Le respect strict des individus, un bel engagement écologique dans ces lieux préservés et une pratique très responsable de la nudité. C'est le résumé parfait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça m'inspire une dernière réflexion. Je vous écoute. Puisque l'essence même de ce naturisme provençal, c'est d'abandonner nos fameuses performances et nos masques sociaux pour se reconnecter à l'essentiel avec bienveillance, on pourrait se poser une question.
Laquelle? Ne pourrions-nous pas appliquer une part de cette philosophie, de cette tolérance et de cette acceptation des corps directement dans notre vie textile de tous les jours? Si on le faisait, je suis certain que ça réduirait pas mal notre anxiété quotidienne. Eh bien, voilà une pensée particulièrement stimulante pour terminer cette discussion. Et garder un peu de cet esprit naturiste sous nos vêtements toute l'année, c'est un beau programme. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont suivi cette analyse. On espère que ça vous aura donné des clés pour comprendre ou préparer un tel séjour. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Naturisme TV et à suivre les nouveaux épisodes pour continuer à explorer avec nous cet art de vivre. À très vite.